I'm not guilty. And may God have mercy on my soul. Into thy hands, O Lord, I command my soul. Nous sommes en plein cœur du régime de Duplessis, de ce que les historiens appelèrent plus tard la Grande Noirceur. L'affaire Coffin prend la dimension d'une véritable bataille contre le gouvernement de l'Union nationale et contre son système policier. Le journaliste montréalais Jacques Hébert publie 2 pamphlets virulents. Coffin était innocent et J'accuse les assassins de Coffin, où il clame bien haut l'innocence de Coffin. Le débat coïncide aussi avec un important mouvement contre la peine de mort qui se développe partout dans les pays occidentaux. Le nouveau gouvernement Lesage, quelques 10 ans après le procès, sous la pression des élites libérales de l'époque, institue une commission royale d'enquête pour répondre essentiellement à une question. Coffin a-t-il eu droit à un procès juste? Encore aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, l'immense majorité des Québécois garde à l'esprit cette image forte et tenace de Coffin, un innocent qui marche vers l'échafaud. Mais dans cette cause que nous avons tous l'impression de bien connaître, une pièce centrale demeure étrangement méconnue. Le procès lui-même a percé. Que s'y est-il passé exactement pendant ces 19 jours? Lui, c'est son père. Les Coffin font partie de la petite communauté anglophone d'ici. Ils sont pas bien nombreuses, les familles anglaises dans le coin. Pas pour rien qu'ils ont eu autant de misère à former un jury bilingue. Pas vraiment bilingue, M. Champoux. 6 français, 6 anglais. Messieurs les procureurs de la Couronne, Maître Dorion et Miquelon, Messieurs de défense, Maître Maher et Gravel. Le procès s'est déroulé majoritairement en anglais, les interventions en français étant traduites pour les jurés anglophones. Le 6 juin 1953, 3 chasseurs américains, Eugene Lindsay, son fils Richard et un jeune ami de la famille, Frederick Clark, partaient de Hollidaysburg en Pennsylvanie pour venir chasser l'ours dans la région de Gaspé. Ils entrèrent dans la forêt, dans cette région, le 8 juin, et on n'entendit plus parler d'eux. Après quelques semaines, leurs familles s'inquiétèrent. Au début de juillet, des recherches intensives commencèrent en vue de les retracer. Les 14 et 23 juillet, on retrouva enfin les 3 cadavres dévorés par les ours. La Couronne vous démontrera qu'il y a eu meurtre. Le jury notera que Wilbert Coffin n'est techniquement accusé que du meurtre de Richard Lindsay. En effet, le cadavre du jeune Lindsay est le seul des 3 à porter des marques d'agression. Monsieur Haussel, en tant que médecin légiste, vous avez été appelé à examiner les ossements que vous voyez sur ces photos, produites comme exhibit P79. Oui, monsieur. Il était évident qu'il s'agissait des os d'une personne de sexe masculin. L'âge a pu être déterminé de façon précise par l'examen à la fois du crâne, de la mâchoire inférieure et des os du bassin.
L'absence de soudure indiquait que cette personne n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. L'état desséché des ligaments et la décomposition malodorante de la moelle m'indiquent que la mort devait remonter à au moins 1 mois avant la découverte du corps. On vous a aussi présenté des vêtements qu'aurait pu porter la victime? Oui, monsieur. J'ai remarqué une perforation circulaire qui apparaissait à la partie supérieure gauche de la veste. Les examens en laboratoire de médecine légale à Montréal ont montré que cette perforation est le résultat du passage d'une balle d'arme à feu, grâce à la présence de plomb autour de l'orifice. Où était situé ce trou sur le vêtement? L'emplacement de cette perforation correspond à l'endroit où l'on trouve le poumon et la partie supérieure du cœur, 2 parties vitales de notre corps. En conséquence, on peut conclure que la personne qui portait ce vêtement a bien reçu un projectile qui a été la cause de sa mort. Docteur Roussel, vous dites avoir trouvé du plomb autour de l'orifice. Y avez-vous aussi trouvé du potassium? Objection. La question est suggestive. Vous n'avez pas trouvé de potassium? Non, monsieur. Monsieur Roussel, vous avez analysé des cartouches de calibre 32-40? Oui, monsieur. La poudre des cartouches 32-40 a la particularité de ne pas contenir de potassium. Avec quelle marque d'arme à feu tire-t-on la balle 32-40? Avec une carabine Marlin. Vous dites, Monsieur Roussel, que vous n'avez pas relevé de potassium sur les objets examinés par vos soins. Fort bien. Mais faut-il dire qu'il n'y a pas eu de potassium parce que vous ne l'avez pas trouvé? Je dis simplement, maître Maher, que je n'en ai pas trouvé dans les tissus examinés. Il est donc possible de croire que le potassium aurait pu disparaître sans laisser de traces? Par la pluie, par exemple? C'est improbable. Mais pas impossible. C'est chose possible. Madame Lindsay, quand avez-vous vu votre mari et votre fils pour la dernière fois? Le soir du 5 juin 1953. Madame Lindsay, voulez-vous examiner cette carte postale exhibit P1 et la lire pour la cour? Allô, Mom? Il fait vraiment froid ici. Nous sommes prêts à entrer dans le bois demain. Tendresse. Et c'est signé Dick et Papa. Merci. Ce sont là les dernières nouvelles que vous ayez reçues de votre mari et de votre fils. Oui. Votre mari a-t-il apporté un Kodak avec lui pour sa partie de chasse? Oui, monsieur. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner cette photo et dire à la cour si vous reconnaissez les personnes qui y sont? Les reconnaissez-vous? Celui de droite, c'est Dick. Mon fils. Et l'autre? Il s'agit de mon mari. Madame Lindsay, quand avez-vous commencé à vous inquiéter? Environ 5 jours après la date prévue de leur retour. Mon mari restait parfois plus longtemps quand il allait à la chasse. Il aimait tellement ça. Mais plus les jours passaient, plus je me disais qu'il était arrivé quelque chose de pas normal. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner ce couteau et dire à la cour si vous l'avez déjà vu avant? Oui, il appartenait à mon fils Richard. Il l'avait reçu de ses cousins. Savez-vous si votre fils tenait à ce couteau? Oh, certainement, monsieur. Il y accordait beaucoup de valeur. Il rêvait d'en avoir un pareil depuis longtemps. Pouvez-vous dire à la cour si votre fils a amené ce couteau avec lui pour sa partie de chasse? Oui. Je l'ai vu le mettre dans ses bagages juste avant qu'il parte. Est-ce que votre mari ou votre fils ont amené avec eux des lunettes d'approche? Oui. Mon mari venait de les recevoir en cadeau des cousins en même temps que le couteau de mon fils. Bien. Merci, Madame Lindsay. Monsieur Doyon, vous êtes sergent de la police judiciaire de Gaspé. Lors de vos recherches pour retrouver les Américains, êtes-vous entré en contact avec l'accusé? Oui,
20 juillet, quand il est revenu de son voyage à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre rencontre avec Coffin? J'ai demandé s'il avait été en contact avec les 3 Américains au début du mois de juin. Il m'a répondu qu'effectivement, ils avaient rencontré le matin du 10. Là, j'ai demandé s'il voulait qu'on refaire le même trajet qu'il avait fait avec eux autres. Il a accepté. J'ai pas pu monter parce qu'il y avait une camionnette en panne en haut de la côte. 3 hommes sont descendus me voir à pied. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Quelle heure qu'il était? De bonne heure le matin, j'allais faire du prospectage un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, je suis allé avec le plus jeune au garage jusqu'à Gaspé pour essayer de faire ranger la pompe à gasoline. Après, on est revenu vers 4-5 heures de l'après-midi. Il y avait un Jeep près de la camionnette. Un Jeep américain avec une licence américaine. Qui c'était, ça? 2 autres Américains, des chasseurs d'ours aussi. On en a une chance ensemble, toute la gang. Puis tu te rappelles pas de leur nom? Je m'en souviens pas. En tout cas, il y avait un Jeep en plywood en venir jaune. Ah, puis ensuite? Ben, le plus vieux des gars que j'avais dépanné a sorti son porte-monnaie, m'a donné 40 piastres en argent américain. Ça fait que je suis allé un peu plus loin faire du prospectage. Une chance que j'avais des chaînes. J'aurais eu de la misère à remonter à la côte. Tu les as jamais revus après? Non, mais le surlendemain, je suis passé par ici. La camionnette des Américains était toujours là. Il y avait personne aux alentours. Ça fait que j'ai entendu une couple d'heures. Après, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être partis chasser avec les 2 autres de la Jeep jaune. Ça fait que je suis remonté à Gaspé. Tu les as jamais revus après? Non. Maintenant, à propos de ce Jeep dont vous a parlé Coffin, en avez-vous vu quelques traces? Non, il y avait aucune trace d'imprimé comme celle des chaînes de la camionnette à Coffin. Merci. Vous dites que vous n'avez pas retrouvé de traces de Jeep. C'est exact. Vous êtes allé sur les lieux plus d'1 mois après. Est-ce possible qu'un Jeep qui ait emprunté cette direction, sans chaîne, n'ait pas laissé de traces ou que les traces auraient été effacées? Ben, c'est difficile à répondre. Est-ce possible? C'est peut-être possible. Merci. Vous nous dites que Coffin vous indiquait les traces de chaîne comme étant les siennes. Ah, c'est exact, oui. C'est lui-même qui nous les montrait. Vous savez, au mois de juin, c'était encore la fonte des neiges par là-bas. La terre était bien humide. Monsieur Doyon, si la terre était humide pour le camion de Coffin, est-ce qu'un Jeep, passant à la même place, dans les mêmes conditions, n'aurait pas normalement laissé des traces? Probablement. Parce que vous savez, les marques de pneus de Jeep, c'est fait comme en V. Il n'y en avait pas. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. La séance est ajournée. Ce témoignage fut accablant pour Coffin. Mais quelques mois plus tard, Doyon, devant des journalistes qui l'interrogeaient, modifia sa version des faits et alla même jusqu'à affirmer qu'il était personnellement convaincu de l'innocence de Coffin. Pourquoi ce retournement? Pour certains, comme Jacques Hébert, Doyon fut victime de ses supérieurs qui auraient cherché à le bâillonner. Par contre, la commission royale d'enquête fut d'avis que le policier était plutôt incompétent et rebelle face à l'autorité. Est-il une arme à feu à cette période? Ah non, monsieur. Il avait perdu son permis. Bon. Après votre prospectage, vous êtes revenu à Gaspé, n'est-ce pas? Ah oui, vers 4 heures de l'après-midi. Y a-t-il eu une entente entre Coffin et vous pour le jour suivant, le 10, jour présumé du meurtre? Ah oui, on s'est dit qu'on ferait un autre essai de prospectage le lendemain matin. Où et à quelle heure deviez-vous rencontrer Coffin le matin du 10? À 6 heures, chez son père à York Center. Et avez-vous rencontré Coffin le lendemain matin tel que prévu? Non, je suis allé chez son père, mais on m'a dit qu'il était déjà parti depuis 3 heures. Je l'ai revu bien plus tard, vers la mi-juillet, du temps où on faisait les recherches pour trouver les Américains. Merci. Merci beaucoup, Monsieur MacDonald. Monsieur Eagle, selon la liste d'enregistrement des armes à feu, vous en possédiez 3 durant l'année 1953. Exact. Pouvez-vous dire à la Cour quelle est la première arme inscrite à votre nom sur cette liste? Excusez-moi, je peux pas voir, j'ai oublié mes lunettes. Ah, celles-ci peuvent peut-être vous aider.
Une carabine Marlin 32-40. Monsieur Eagle, avez-vous encore cette arme en votre possession? L'avez-vous encore? Est-elle chez vous? Non. Savez-vous où est cette arme? Non. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? En mai 1953. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Je l'ai prêtée. À qui? À mon chum Wilbert Coffin, pour la chasse à l'ours. Et vous n'avez jamais revu votre Marlin 32-40 depuis? Coffin ne vous l'a jamais remis? Non. Jamais? Non! Merci, Monsieur Eagle. Monsieur McGregor, vous rappelez-vous avoir vu l'accusé un certain soir de juin 1953? Oui, monsieur. C'était un vendredi soir, le 12, vers l'heure du souper. 48 heures, donc, après le jour présumé du meurtre. Veuillez raconter à la cour ce que vous avez vu. J'étais à la galerie chez mon beau-frère quand Wilbert est arrivé en camionnette. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la camionnette de l'accusé? Il y avait des bagages en arrière. Allez, dites-nous ce que vous avez vu. Des sacs, des ustensiles, des casseroles. Puis aussi le canon d'un fusil. Le canon d'un fusil? Ah bon? Monsieur Hamel, voulez-vous nous dire si, l'an dernier, à l'occasion de l'enquête du coroner, vous êtes venu dans la région de Gaspé en rapport avec l'affaire Coffin? Oui, monsieur. Objection! Il s'agit d'un secret professionnel. Le témoin est un employé de la défense. Je vous demanderai, messieurs du jury, de vous retirer jusqu'à ce que j'aie pris une décision sur l'admissibilité de ce témoignage. Où est-ce qu'il est, maître maire? On a besoin de lui. Je sais pas où il est passé, Dad. Monsieur Hamel, pendant l'enquête du coroner, êtes-vous allé au chalet de Coffin? Non, monsieur. Vous jurez que vous n'êtes jamais allé au chalet de Coffin? Non, monsieur, je sais pas où il se trouve. Êtes-vous, soit seul ou avec d'autres, allé chercher une arme à feu quelque part dans le bois? Non, monsieur. Monsieur Hamel, vous rappelez-vous avoir fait des déclarations aux policiers Matt et Mercier à Québec? J'ai jamais fait de déclaration. D'avoir fourni certaines informations. Ne jouez pas sur les mots. J'ai jamais donné aucune information. Monsieur Hamel, je vous mets en garde. N'avez-vous pas déclaré que vous vous étiez emparé d'une carabine? Je me suis jamais emparé d'une carabine. Que vous l'aviez apportée dans l'automobile de Monsieur Maire? Jamais, monsieur. Que la carabine, vous l'aviez, vous et Monsieur Maire, rapportée à Québec? Non, jamais, monsieur. Que vous étiez allé sur le pont de Québec avec Monsieur Maire? Jamais. Et que là, la carabine serait disparue dans le fleuve? Jamais, monsieur. Vous n'avez jamais déclaré ça? Jamais, monsieur. Vous avez l'habitude des cours de justice, Monsieur Hamel. Oui, monsieur, vous me l'avez déjà demandé. Vous avez un joli record. Objection. Accordé. N'avez-vous pas déclaré que Coffin vous aurait raconté qu'il avait tué les Américains et la manière dont il avait procédé? Non. Alors, pour plus de précision, n'avez-vous pas déclaré que Coffin avait raconté en votre présence qu'il était entré en forêt avec le jeune Lindsay après son retour de Gaspé, qu'il avait offert au père de transporter les jeunes au camp 26 ainsi que leurs bagages, et que Lindsay a accepté? Jamais. Et n'avez-vous pas déclaré aussi, faisant suite à ceci, que Coffin aurait tué en premier lieu Clark, puis une première balle dans les reins de Richard Lindsay, puis une deuxième, et qu'à son retour, il aurait jeté certains effets des Américains pour finalement abattre Eugene Lindsay dans le dos? Jamais. Capitaine, est-ce que vous avez été mêlé à l'affaire Coffin? Oui, c'est moi qui ai dirigé l'enquête.
Voulez-vous nous dire si en mai dernier, vous avez eu un téléphone d'un dénommé Jean-Guy Hamel? Oui, il m'a appelé chez moi, c'est ma femme qui a répondu. Il voulait me rencontrer. Il m'a dit qu'il était l'employé de Maître Maher, mais qu'il n'était plus à son service depuis la fin février. Qu'a-t-il dit quand vous l'avez rencontré? Il m'a dit qu'il craignait beaucoup, s'il me parlait ou me disait ce qu'il avait à me dire, craignait être victime de représailles. Il m'a dit qu'il avait la clé du ministère de Gaspé. Et où la rencontre a-t-elle eu lieu? Hamel trouvait que c'était dangereux de rester au quartier généraux de la police, parce qu'il avait peur de tomber par hasard sur M. Gravel. On est donc sorti par l'arrière et on est allé avec le sergent Mercier dans un restaurant, dans une section à l'écart. Après, on a continué tous les deux notre discussion dans ma voiture, sur les plaines d'Abraham, sans Mercier. Là, il m'a raconté qu'il était allé au chalet de Coffin avec M. Maher, qu'il avait trouvé une carabine. Il m'a dit, d'ailleurs, vous la trouverez pas, elle est ici. Il montrait le fleuve. Il m'a dit qu'il s'était rendu au milieu du pont de Québec, que M. Maher était descendu de la voiture avec la carabine. Il est allé retourner la voiture au bout du pont et quand il est revenu, Maître Maher avait plus de carabine. Hamel vous a-t-il dit autre chose? Je lui ai demandé, à son avis, quel pouvait être le mobile du crime. Il m'a dit que l'accusé avait tué les Américains parce qu'il les pensait beaucoup plus argentés qu'ils ne l'étaient en réalité. Objection. Objection maintenue. Et comment s'est terminée votre rencontre? Hamel m'a dit que si je voulais ses notes d'enquête, qu'il les avait chez lui, qu'il me les donnerait le lendemain matin. Est-il retourné, comme convenu? Non. Le lendemain matin, j'ai eu la visite de ses procureurs, Maher et Gravel. Le témoin est à vous. Capitaine Matt, au téléphone, Hamel vous a déclaré qu'il voulait se venger de M. Maher, c'est ça? Oui, votre seigneurie, qu'il avait sa chance et qu'il la prenait. Capitaine Matt, saviez-vous que le témoin était à l'emploi de l'un de nos confrères, Maître Maher? Honnêtement, je ne savais pas s'il était étudiant ou réellement employé par vous ou Maître Maher. Avez-vous reçu une déclaration écrite de Jean-Guy Hamel? Non, monsieur. Signée par lui? Non, monsieur. Tout ce que le témoin a pu raconter au capitaine Matt, étant inspiré par la vengeance à exercer contre l'avocat Maher, sont des informations viciées au départ et ne sauraient être communiquées au jury. De plus, toute personne employée par un avocat pour faire une enquête est tenue au secret et bénéficie des privilèges de la loi. Hamel est fautif, de 100 façons. Il est tenu au secret et il parle. Il sert 2 maîtres. Il affirme des choses bouleversantes pour ensuite les nier avec des involtures. Toutes les révélations du témoin Hamel sont donc rayées du dossier. Par la suite, Hamel fut condamné à 5 ans de prison pour parjure. Déjà reconnu coupable plusieurs fois pour des délits mineurs, il était en fait un délinquant notoire. La Commission royale a beaucoup enquêté sur ce témoignage. Après bien des analyses, elle en vint à la conclusion suivante. Ce fut sur les instructions de Coffin que la carabine que lui avait prêtée Jack Eagle disparut et ne fut jamais retrouvée. Le président Brossard blâma sérieusement la conduite des avocats de la défense et recommanda que des mesures disciplinaires soient prises par le barreau. Cuillère, fourchette. Mais son argent, il était lousse, puis comme tout dans un tapon, on va dire. Il a sorti ça, puis il m'a laissé un bon pourboire. Après son départ, j'ai trouvé 10 piastres en dessous de sa chaise. De l'argent américain. C'était le matin de bonne heure. Coffin a payé la traite à tous les clients de ma barbershop. La bouteille de Black and White faisait le tour. Coffin s'est fait shaver à la barbe, puis j'ai fait un shoe shine. Il était sur le party. Mais là, c'est un gros type. J'étais dans mon jardin, puis là, j'ai vu passer un camion. Il a traversé le chemin, puis il s'est ramassé dans le fossé. Là, j'ai vu un homme sortir par la fenêtre. Il chantait. Après, mon beau-frère est venu l'aider à sortir de là. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne un type bien ordinaire, 1 pièce ou 2. Ben non, il a donné 10 piastres. Je m'en allais vers Montmagny, puis j'ai vu un gars qui me flyait le long du chemin. Fait que j'ai arrêté, puis il m'a demandé pour le tirer du fossé. Fait que je l'ai remis sur le chemin. Puis j'ai dit, donne-moi 2 piastres, ça va faire. Prends 5, qu'il m'a dit.
Il avait l'air pas mal chaud. Son camion était tout bossé. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. Mademoiselle Petrie, vous avez donné comme nom à la cour Marion Petrie Coffin. C'est exact, monsieur. Le nom de votre père est-il Coffin? Non. Êtes-vous marié légalement à Wilbert Coffin? Non. Alors, pouvez-vous dire à la cour pour quelle raison vous vous faites appeler Marion Petrie Coffin? Objection! La couronne tente de contredire son propre témoin. Objection rejetée. Veuillez répondre à la question, mademoiselle. Je suis épouse de droit commun de Wilbert Coffin. Ah? Et qu'entendez-vous par là? Je vis avec lui depuis 7 ans. Et on a un enfant ensemble. Marion Petrie vit ici un drame que la loi épargne normalement aux conjoints d'un accusé. Mais même aujourd'hui, ce ne sont que les époux légitimes qui peuvent se prévaloir du droit de ne pas témoigner l'un contre l'autre. Mademoiselle Petrie, où viviez-vous en juin 1953? Sur la rue de la Roche à Montréal, chez ma mère. Depuis quand habitiez-vous à Montréal? Depuis mars de la même année. Mon fils avait des problèmes avec ses oreilles et je le faisais soigner à l'hôpital Children's Memorial. Avez-vous eu la visite de Wilbert Coffin durant le mois de juin 1953? Oui. Quand, exactement? Dans la nuit du 14 au 15. Pouvez-vous dire à la cour quels articles Wilbert Coffin avait dans ses bagages? Je me souviens pas exactement. Ça fait trop longtemps. Allez, faites un effort, je vous prie. Ça fait plus qu'1 an de ça. Désirez-vous rafraîchir votre mémoire en relisant votre témoignage à l'enquête préliminaire? Ça aiderait, oui. Bon. Alors, mademoiselle Petrie, avez-vous terminé? Laissez-moi lire. Pourquoi cette femme aurait-elle peu de temps pour relire son témoignage, alors que les détectives ont pu utiliser leurs notes? Prenez votre temps. Alors, à part l'épicerie et ses vêtements, Wilbert Coffin a-t-il rapporté d'autres objets de Gaspé? Une paire de jumelles. Y avait-il autre chose? Mademoiselle Petrie? Un couteau avec beaucoup d'instruments après. Bon. Une paire de jumelles exhibit P25, un couteau exhibit P10. Reconnaissez-vous ces objets comme étant ceux que Wilbert Coffin avait avec lui à son arrivée à Montréal? Ça semble être les mêmes, oui. Pouvez-vous répéter votre question? Wilbert Coffin vous a dit qu'il aurait dépanné 3 Américains dans le bois, qu'il a amené l'un d'entre eux à Gaspé pour réparer une pièce. Ensuite, que les Américains lui ont donné les jumelles et le couteau comme souvenir pour le remercier. je n'ai plus d'autres questions. Je peux retrouver les 3 Américains. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la façon d'agir de l'accusé? Coffin, à mon idée, il botchait un peu à job. Il restait plus ou moins autour de l'auto.
dans le milieu de la route. Il est jamais allé du côté gauche du chemin, là où on a retrouvé les corps plus tard. Jamais. Avez-vous vu des traces de Jeep? Non. S'il y en avait eu, je les aurais remarquées. Pourquoi? Aurait-elle pu être cachée par celle des camionnettes? Oh non. L'espace entre les pneus d'un Jeep, c'est moins large qu'un véhicule standard. Un Jeep fait son chemin à lui tout seul. Ça roule pas dans les traces d'un camion. Merci. Monsieur Adams, vous avez participé aux recherches pour retrouver les Américains? Oui, comme volontaire. Pendant plusieurs jours. Avez-vous souvenance d'un incident qui serait survenu au camp 24 pendant les recherches? Oui. Il reste de l'eau dans le thermos? Laisse faire, j'y vais. Où est-ce qu'il est, le ruisseau? Bert, Christ, t'es déjà venu ici. Tu connais le coin autant que moi, tu sais bien où est-ce qu'il est, le ruisseau. Laisse donc faire. Moi, y aller moi-même. Où était situé ce ruisseau? À moins de 75 pieds. On pouvait facilement le voir du camp. Merci. La poursuite a terminé sa preuve, Votre Honneur. La défense ne présentera pas de témoin. Du calme, s'il vous plaît! La séance est levée et reprendra demain matin avec la plaidoirie de la couronne. Maître Maire, vous n'avez pas de défense? La défense a choisi de ne pas présenter de témoin. Nuance. Vous vous êtes absenté durant le procès pour aller interroger 85 personnes que vous avez dit, puis vous voulez pas les faire témoigner? Pas de commentaire. Mais... Dans tout procès pour meurtre, la défense doit prendre 2 décisions stratégiques capitales. Va-t-elle présenter une défense et, si tel est le cas, fera-t-elle témoigner son client? De nombreux observateurs ont jugé la stratégie de Maître Maher très sévèrement. La commission Brossard s'est bien sûr intéressée à ce sujet. Maître Maher, y ayant comparu, déclara que tous étaient d'accord avec cette décision. Les autres avocats de la défense, la famille et Coffin lui-même. Un homme qui tue n'invite jamais de témoins à son exploit. Preuve circonstancielle que celle que la couronne a mise devant vous, évidemment. Sauf dans le cas d'un aveu, c'est toujours ainsi. Et en droit, j'affirme qu'une preuve de circonstance est aussi puissante et aussi irréfutable qu'aucune autre. Rappelez-vous de l'attitude étrange et coupable de Coffin. Souvenez-vous de son comportement pendant les recherches, où il a feint de ne pas reconnaître les lieux où il était pourtant allé. Souvenez-vous aussi de sa volonté arrêtée de ne jamais regarder du côté gauche de la route, là où l'on trouvera enfin les objets et les ossements des victimes. Autre mensonge capital, l'alibi inventé. La pire erreur de Coffin a été d'inventer un alibi. Un alibi ne s'invente pas. Dès qu'on imagine un alibi, c'est le mensonge qui entre en jeu. Quand Coffin parle de 2 Américains en Jeep vus avec le trio de chasseurs, il ment. Il veut diriger les soupçons sur d'autres personnes. Il oublie que la justice peut tout vérifier. Coffin est la dernière personne à avoir vu les victimes vivantes. Il y a entre ces 3 cadavres et l'accusé un lien que celui-ci ne pourra jamais briser, qu'aucun esprit humain ne pourra jamais briser. C'est le vol qu'il a commis sur la personne. Des cadeaux? Allons donc. Le canif du jeune Lindsay comporte des particularités telles qu'on peut le reconnaître entre 100. Ce canif qui était un cadeau reçu à la veille de son départ, quelque chose auquel le jeune Lindsay attachait une importance capitale parce qu'il lui venait du Japon. Ce canif, où est-ce que vous le trouvez? Entre les mains de Coffin. Coffin vole ses victimes de certains objets qui leur sont chers et qui, nécessairement, devaient être sur la personne. Et vous avez ces poches retournées de vêtements qui l'indiquent de façon claire, nette et précise. La défense dira peut-être Coffin a volé mais n'a pas tué. Autant dire un inconnu a tué pour que Coffin puisse voler.
Si Coffin n'a fait que voler, c'est donc qu'il a été seul avec les Américains. Et quand, sur un groupe de 4 personnes, une seule est vivante, on est en droit de se demander par quelle main le trio a perdu la vie. Coffin s'est réfugié dans des explications boiteuses, dans des réponses confuses, dans le mensonge. Il s'est perdu lui-même. Le mot « meurtre » possède une éloquence tragique. Ce mot donne le frisson. La défense fera dans quelques heures appel à vos sentiments de sympathie envers la famille de l'accusé. Hélas, nous savons trop qu'il arrive à des familles d'avoir à rougir d'un de leurs membres. Mais il y a aussi d'autres familles que vous ne devez plus oublier. S'il est jamais question dans votre fort intérieur de sympathie, n'oubliez pas d'en avoir également pour ceux qui ont été les victimes et pour les familles qui les pleurent. Quand il y a un doute dans vos esprits, un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, vous avez le devoir et l'obligation de lui en donner le bénéfice. Parce que la société préfère encore plusieurs coupables en liberté qu'un innocent en punition, en prison ou à l'échafaud. Messieurs, est-ce qu'il y a dans la preuve circonstancielle un ensemble de faits qui déterminent de façon certaine que Wilbert Coffin est bien celui qui a tué Richard Lindsay? Il n'y a aucun témoignage précis et déterminant sur ce qui s'est passé en forêt. Eh bien, ceci donne libre cours à plusieurs hypothèses, et en particulier à celle-ci. C'est que d'autres personnes que l'accusé ont pu se trouver dans les mêmes parages au moment du meurtre. On a fait grand état d'un certain couteau à plusieurs instruments qui a été trouvé en possession de Coffin. Messieurs, avez-vous la preuve que ce couteau était sur la personne de Richard Lindsay au moment où le crime a été commis? Les jumelles de M. Lindsay. Est-ce que Lindsay a apporté ses jumelles avec lui dans les bois? Il est un fait certain, c'est que les victimes ont laissé le camion pour aller faire la chasse à pied. Ils auraient donc apporté le strict minimum. On a prouvé possession, mais est-ce que le vol a été prouvé? Les Américains ne sont pas revenus. Personne n'est venu prouver qu'il y avait réellement eu vol de la part de Coffin. Cette preuve n'a pas été faite, messieurs. Les savants confrères de la Couronne ont aussi fait grand cas du fait que Coffin avait dépensé d'une façon généreuse. Vous connaissez ça, des gens qui sont sous l'influence de la boisson, puis à un moment donné, ils sont plus généreux que d'ordinaire? Est-ce que le fait d'avoir dépensé 2 ou 3 $ de plus ici et là donne une couleur au fait que Coffin aurait volé les Américains? On a fait grand cas également de ce voyage à Montréal. Mais de là à conclure que Coffin fuyait la justice, fuyait les lieux du crime, on ne peut pas. Est-ce qu'il a fui la justice, Wilbert Coffin? Mais il est retourné de lui-même à Gaspé. Il s'est rendu lui-même au bureau de la police. Il a participé aux recherches dans les bois. Il s'est prêté de bonne grâce au désir de la police provinciale. Un homme qui fuit la justice, messieurs, n'aurait pas eu l'attitude généreuse de Coffin. Lorsque vous avez devant vous l'accusé, et qu'après avoir regardé la preuve, j'allais dire la preuve imparfaite, mais en regardant plus profondément ce tissu d'invraisemblance présenté devant nous, j'en viens presque à la conclusion qu'il n'y a aucune preuve contre Wilbert Coffin. Ceci veut dire pour vous l'obligation et le devoir de le retourner à la liberté. Je terminerai, messieurs les jurés, en vous disant que demain, vous avez un rendez-vous avec votre famille. Eh bien, n'oubliez pas que Wilbert Coffin en a un également avec la sienne. Messieurs, lorsque vous rendrez votre verdict, je suis sûr que vous le rendrez à sa famille et en liberté. Messieurs les jurés,
Vous allez maintenant vous retirer. Je demande, sans faire de sentimentalité, que la Providence vous vienne en aide, que le bon Dieu vous inspire. Coupable. Non! Non! Votre honneur, je n'ai d'autre choix que de demander la peine de mort. Wilbert Coffin, avez-vous quelque chose à dire avant d'entendre votre sentence? Wilbert Coffin, vous serez détenu jusqu'au 26 novembre 1954. Vous serez alors pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Ce n'est qu'en octobre 1955, sous forme de déclaration assermentée rédigée dans sa cellule par ses avocats, que Coffin donna enfin sa version des faits. Il regrettait de ne pas avoir eu de procès juste, admis avoir volé quelques effets des Américains, mais nia farouchement les avoir tués. De plus, il réaffirma avec vigueur l'existence de la Jeep. Qu'en est-il donc de cette fameuse Jeep dont on parle encore aujourd'hui? Jacques Hébert, dans ses livres, multiplie les témoignages de gens qui auraient aperçu une Jeep semblable à celle décrite par Coffin. Par contre, la commission Brossard conclut, et je cite, « Le véhicule américain que Coffin a prétendu avoir vu demeure toujours aussi immatériel. Aucune Jeep n'a pu être reliée par elle-même ou par ses occupants au véhicule décrit par Coffin. » Fin de la citation. La commission d'enquête a repris point par point les allégations de Jacques Hébert. Elle note qu'il n'a pas assisté au procès et n'en a même jamais lu les transcriptions. La conclusion de la commission, je cite, « Le procès Coffin n'a pas été une injustice, mais que l'affaire Coffin, telle que présentée par certains journalistes, en a été une. » La commission confirma donc le verdict du jury à l'effet que Coffin n'était pas innocent du meurtre dont il fut reconnu coupable. Pierre Nadeau vous invite à rendre votre verdict à l'émission À vous de juger, demain 20h30. Après la pause, le TVA édition Réseau. Avec moi, j'ai, comme chaque semaine, invité les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés de Louis-Georges Girard, qui interprétait le rôle de Maître Miquelon, un des deux procureurs de la Couronne. Et puis ce soir encore, deux étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles du procureur de la Couronne et de l'avocat de la défense. Et puis enfin, nous aurons, comme chaque semaine, un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons à vous, le public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite. Wilbert Coffin était-il coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission et nous vous revenons tout de suite après la pause.
À ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, nous offrons ce qu'on fait le mieux. Le Sensor Excel de Gillette. Des lames montées sur ressort et des lamelles flexibles qui dressent les poils de votre barbe pour le rasage le plus précis au monde. Gillette, la perfection au masculin. Une longueur d'avance. Chez Unitotal, nous avons été les premiers à former nos conseillers pour en faire des experts certifiés en quincaillerie et matériaux de construction. Et en matière de prix, nous nous mesurons très bien à la compétition. De Mulco, scellon retirable zip, seulement 2,39 $. Et l'appel traîneau en plastique de Garant, 26,95 $. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. La toute nouvelle Ford Taurus 1996 présente un habitacle entièrement réaménagé. Nous avons regroupé les commandes des principaux accessoires dans un panneau intégré. Nous avons ajouté une console rabattable pouvant à la fois servir de siège et d'espace de rangement. Nous avons même changé tous les tissus afin de créer une atmosphère de confort sans précédent. La toute nouvelle Ford Taurus 1996, entièrement faite d'audace et d'acier. Jamais sans mon lait. Bonjour. Oui, on le sait. Jamais sans mon lait. À ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, nous offrons ce qu'on fait le mieux. Le Sensor Excel de Gillette. Des lames montées sur ressort et des lamelles flexibles qui dressent les poils de votre barbe pour le rasage le plus précis au monde. Gillette, la perfection au masculin. Non, Wilbur Coffin n'était pas coupable. Il a probablement volé les objets des Américains, mais il n'a pas tué. T'sais, on trouve de l'argent américain, on trouve le couteau, on trouve les jumelles. Comment il s'est procuré, il n'y a jamais eu d'explication claire, alors je dirais coupable. Je crois qu'il avait bel et bien volé les deux Américains, mais je crois pas qu'il aurait pu les tuer. Couronne n'a pas fait la preuve de sa culpabilité comme assassin, donc je le déclarerais, je dirais qu'il y a un doute raisonnable et qu'on peut l'acquitter. Voici maintenant un court extrait de l'affaire Coffin avec mon invité Louis-Georges Girard dans le rôle de Maître Miquelon, le procureur de la Couronne. Il interroge le docteur Roussel, un témoin interprété par Michel Forgue. Docteur Roussel, vous dites avoir trouvé du plomb autour de l'orifice. Y avez-vous aussi trouvé du potassium? Objection. La question est suggestive. Vous n'avez pas trouvé de potassium? Non, monsieur. Monsieur Roussel, vous avez analysé des cartouches de calibre 32-40? Oui, monsieur. La poudre des cartouches 32-40 a la particularité de ne pas contenir de potassium. Avec quelle marque d'arme à feu tire-t-on la balle 32-40? Avec une carabine Marlin. Alors, je reçois maintenant mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre de CKAC, et le comédien Louis-Georges Girard. Et Louis-Georges a cette propriété de ne pas être que comédien, il est aussi avocat, il est même avocat criminaliste, vous avez même déjà plaidé. Eh oui. Puis une autre chose, Louis-Georges, que je veux dire, c'est que j'ai rarement vu un comédien dans les grands procès depuis 3 ans que cette série est présentée attaquer son sujet en ratissant aussi large. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est publié sur l'affaire Coffin. Et même ce qui n'a pas été, c'est-à-dire les notes scénographiques. C'est ça. Pour une raison très simple, c'est que, bon, je savais qu'éventuellement j'aurais à en parler et je pense qu'un avocat, normalement, lorsqu'il parle d'une cause, doit au moins savoir de quoi il parle. C'est un peu comme si un critique de théâtre faisait une critique d'une pièce qu'il n'a pas vue. Là, vous n'allez pas être contredit par vos deux collègues ici. Non, qui sont de savants confrères, j'en conviens. Nous en avons discuté ad nauseam. Pensez-vous que ce procès-là avait un caractère politique, comme on l'a souvent prétendu? Il en avait un, mais on en lui a donné un autre par après. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la grande époque du Duplessiste. C'est évident que Duplessis voulait une condamnation. Les Américains venaient ici chasser, il y avait des ententes financières entre le Québec et les États-Unis. C'est important qu'il y ait une condamnation. Par contre, on dit maintenant que c'est un procès qui a été injuste. Mais pour dire que c'est un procès injuste, il faut lire
le procès, il faut voir les notes sténographiques. Et je ne crois pas que M. Hébert l'a fait. Et c'est là que je dis qu'il y a eu une nouvelle connotation politique. On a dit que Duplessis voulait l'avoir en envoyant ses chasseurs de tête. Moi, je ferai une analogie très simple, c'est qu'il a choisi ses deux meilleurs criminalistes à l'époque, ses deux procureurs de la Couronne, Dorion et Miquelon. C'est Miquelon que vous jouiez et Dorion que jouait Raymond Bouchard. L'avis de mes amis, les deux gens, là, maintenant, là-dessus. Mais j'ai l'impression, en fait, la déclaration surtout que vous avez fait, Pierre, à la fin, en disant Jacques Hébert n'avait pas lu les notes sténographiques, moi, ça m'a complètement renversé parce que j'avais plus entendu parler des livres de Jacques Hébert que de la cause comme telle. Exact. Et une rigueur minimale était à l'effet qu'il ait tout lu ça. Mais là, à ce moment-là, je peux comprendre que ça a été utilisé à des fins politiques et le bruit que ça a fait, mais après ça, même l'enquête Brassard, finalement, a déterminé que le procès avait été fait correctement. Est-ce que Coffin a été défendu correctement? Là, j'ai des doutes sérieux. Oui, on peut se poser la question, Jean Cournoyer. Pour moi, là, je ne mêlerai pas le sénateur avec ses préoccupations actuellement. Je dirais simplement que si le sénateur a décidé d'en faire une cause politique, c'était davantage vers l'abolition de la peine de mort ça, c'est vrai. Vers la façon dont le procès C'était son combat à lui, ça, dans les années 60. Une personne pouvait avoir et peut encore avoir des doutes sur la façon dont le procès a été mené. Et la façon dont le procès a été mené, il y a une chose qui m'a surprise particulièrement. C'est le fait, par exemple, que l'avocat de la défense soit absent pendant un certain temps du procès et que, soudainement, à la fin du procès, l'avocat de la défense dit « j'ai pas de défense à présenter ». Oui, mais la défense, alors que l'ensemble des circonstances était très fort. Mais Maher, par exemple, qui était un des deux avocats de la défense, c'était quand même un drôle de moineau. Alors, c'est lui qui aurait jeté l'arme du crime du haut du pont de Québec, franchement. Je veux dire, c'est quand même étonnant comme pratique. Ça a été affirmé, ça n'a pas été prouvé. Ça a été démontré à la commission Brassard, clairement. C'est très clair écoute, il parle d'un paquet de 3 pieds de long dont les deux bouts se retournent. Il les a mis en dessous d'une chaise. Écoutez, c'est cousu de fil blanc, c'est lui qui l'a pris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Et la défense, de ne pas présenter de défense, elle était justifiable. Je vous dirai pourquoi. Il y avait la présomption de fait, de possession récente de biens volés, qui devait démontrer, c'était pas un renversement de preuves comme le demande. Oui, mais attention, c'est une présomption de fait qui a force au niveau de la jurisprudence. Ce que je veux dire, c'est qu'il était mal pris. Il avait fait une déclaration antérieure que si il témoignait, il se la faisait mettre en pleine face, et c'était Miquelon qui l'interrogeait. Et Miquelon, comme on en discutait tout à l'heure, était le meilleur en anglais des deux. Et c'est lui qui aurait interrogé Plutôt que Dorion. Plutôt que Dorion. Oui. Et Coffin en avait peur. Ça, c'est une information que j'ai par la face gauche. Mais Coffin en avait peur. Il aurait voulu déclarer des choses, Coffin, mais il savait que Miquelon allait le passer dans le cruncher, et il ne s'en sortait pas. Et d'ailleurs, de la façon qu'il avait interrogé Mme Pétry, il savait très bien où Miquelon s'en allait. Alors, d'après moi, ils n'ont pas présenté de défense. Donc, d'après vous, il était coupable, point, puis on ne l'a pas mis sur le siège des témoins parce qu'on aurait pu le contre-interroger en direct puis qu'il aurait mangé une maudite volée. Et briser sa crédibilité, la rendre à zéro. Il avait une chance, parce que la théorie du doute raisonnable, vous savez, pour certains, le doute raisonnable, c'est une petite chose, pour d'autres, c'est un bateau. Mais pour bien des gens, on dit qu'il y avait un doute raisonnable. Mais vous savez très bien qu'une preuve circonstancielle, c'est comme un puzzle. Si on met l'immeuble de Télémétropole puis il manque 2 petits morceaux, on reconnaît encore l'immeuble de Télémétropole. Mais dans l'échafaudage de la Couronne, il y avait quand même une partie qui a été contredite par les propres témoins de la Couronne quant à introduire un doute raisonnable. En tout cas, il y avait... Disons que pour le moment, là, il ne me revient pas à l'idée, mais quand on a posé des questions précises, par exemple, à un des témoins, et la réponse était le contraire de ce que la Couronne avait demandé, 2 témoins de suite sont venus dire le contraire de ce que la Couronne demandait. Il faudrait que vous disiez le nom, parce que ça, à la lecture, je ne les ai pas vus, ça. À la lecture, moi, je parle de la vision. Ah, ben oui, c'est à partir des notes sténographiques. Le couteau, l'argent, le fusil, la carabine Marlin, tout ça qui se trouvait, les jumelles, tout ça se trouvait en possession de Coffin. C'était des preuves qui étaient extrêmement incriminantes. Ça n'en fait pas un tueur, ça en fait un voleur. Ça des preuves incriminantes et on reviendra là-dessus après cette pause un petit peu plus tard dans l'émission, si vous permettez. Réaliser un projet. Ce projet rêvé depuis toujours, c'est accepter de vivre dans l'effort avec tout ce que cela suppose de difficultés, mais aussi de réussite grâce au support des autres. C'est comme ça qu'on raisonne dans une caisse des jardins.
Ainsi, tous nos efforts permettent à la Caisse d'offrir des crédits financiers à ceux qui sont déterminés à réaliser leurs rêves. Desjardins, pour s'aider soi-même. Cette année, pour une fois, je reçois aux fêtes. Ils m'ont dit, on va t'aider. Ben non! Ah ben oui, si vous insistez. Ça fait qu'ils préparent la dinde, les tourtières, le ragoût, la bûche, les salades, les fromages, les hors d'œuvre. À propos, chez Provigo, le brocoli du Québec est à 69 cents et le Pepsi Cola ou le 7-Up format de 2 litres, 99 cents, avec le coupon de circulaire. Les canapés, les légumes, le potage. Puis moi, je m'occupe de tout le reste. Ben quoi? Provigo, laissez-nous vous surprendre. Une longueur d'avance. Chez Unitotal, nous avons été les premiers à former nos conseillers pour en faire des experts certifiés en quincaillerie et matériaux de construction. Et en matière de prix, nous nous mesurons très bien à la compétition. De Mulco, scellon retirable Zip, seulement 2,39 $. Et l'appel traîneau en plastique de Garant, 26,95 $. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. Salaire, sinon plus qu'elle, je me fais même pas toucher. Ben moi non plus. Ma blonde est une danseuse, ce jeudi, 21h. Vous êtes très arrogante avec moi, Oui, d'ailleurs. je suis prêt. Les premières fois que j'ai dansé à 10 $, je rentrais... Participez au concours Olé TVA. Olé. À gagner 44 séjours en Espagne ou au Portugal avec kilomètres voyage, Royal et Voyage CA. Olé TVA! Le système judiciaire avait beaucoup de pression de l'extérieur. Coffin a sûrement volé dans le véhicule des Américains, mais je crois pas qu'il ait tué les gens. Wilbert Coffin a été victime du système judiciaire. Ça leur prenait un coupable à tout prix. Ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est qu'on ait pendu un homme simplement sur des circonstances. Ce qui veut dire que M. Coffin, à l'aide d'une carabine manuelle, aurait piégé et tué de sang-froid 2 autres hommes. Ça ressemble à du Rambo beaucoup. Alors que c'est un prospecteur. Ça colle pas. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter 2 étudiants. Il s'agit en fait de 2 étudiantes ce soir qui représentent chacune une faculté de droit. Ces 2 étudiantes vont reprendre l'affrontement du procès Coffin en jouant respectivement le rôle du procureur de la Couronne et celui de l'avocat de la défense. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments, les lauréats du concours de plaidoirie de l'an dernier, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis, bien sûr, vous, le grand public. Voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez être juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Nolly Tour. Tirage le 30 novembre. Vous pouvez aussi nous envoyer des facsimilés. Alors, je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit d'Isabelle Gosselin, de l'Université McGill. Elle va jouer le rôle du procureur de la Couronne. Isabelle, vous avez 2 minutes pour nous convaincre de la culpabilité de Wilbert Coffin. Membres du jury, dans cette affaire, vous devez répondre à une question fondamentale. Qui aurait pu commettre le meurtre du jeune Lidisé? Il ne fait aucun doute, vu les circonstances, que seul l'accusé Coffin peut en être l'auteur. Nous faisons face à un accusé qui a une version des événements entièrement basée sur le mensonge. En effet, jamais on n'a retrouvé de traces de la Jeep dont Coffin avait inventé l'existence dans le but de se créer un alibi. Personne ne peut corroborer cette prétention de l'accusé. De plus, l'accusé Coffin n'est pas cohérent lorsqu'il tente d'expliquer la provenance des biens qu'il a en sa possession. Entre vous et moi, nous sommes en 1953. Donneriez-vous 40 $ américains en plus de 2 précieux objets qui vous tiennent à cœur à un simple étranger qui vous dépanne? Certainement pas. Il est aussi important de se rappeler
que la carabine de type Marlin que détenait Coffin au moment même du meurtre correspond parfaitement au calibre de l'arme qui a tué la victime. Fait étrange, cette carabine a mystérieusement disparu. Finalement, l'attitude suspecte de Coffin lors des recherches vient confirmer sa culpabilité. Il a constamment évité le lieu où se trouvait le corps des victimes alors qu'il le connaissait très bien. Ne vous laissez pas tromper par le prétendu élan de générosité de Coffin suggéré par sa présence lors des recherches. Celui-ci n'a fait que semblant d'aider dans le but de paraître innocent. Membres du jury, la preuve a clairement démontré que l'accusé a volé les 3 chasseurs et c'est ce motif qui l'a poussé à les tuer. Votre tâche est de vous assurer que justice soit faite. Le verdict que vous avez le devoir de rendre s'impose. Coupable. Merci. Et maintenant, Dominique Parent, de l'Université de Sherbrooke. Elle va reprendre le rôle interprété par Yves Desgagnés, celui de Maître Maher, avocat de la défense. La parole est à vous, Dominique. Vous avez exactement 2 minutes pour défendre Wilbert Coffin. Wilbert Coffin, de quoi est-il accusé? Du crime le plus odieux et le plus grave qu'un homme puisse commettre, soit de meurtre. Un crime dont la sanction au Québec est la pendaison. Cher juré, Wilbert Coffin joue sa vie. Sa vie est entre vos mains. Pour décider de la culpabilité de l'accusé, vous ne devez pas vous demander si vous le croyez coupable, mais bien vous demander si la couronne a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que ce prospecteur sans histoire est bien l'homme qui a tué Richard Lindsay. Nous vous soumettrons que la couronne a failli à sa tâche. Sa preuve circonstancielle est pleine de trous béants à travers lesquels l'innocence de ce prospecteur ressurgit. Et surtout, la couronne n'a pas fait la preuve d'un mobile. Vous, membres du jury, avez-vous déjà songé à tuer? Avez-vous mis à exécution un tel projet? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Parce que vous n'aviez pas de mobile suffisant. Vous, gens sans histoire, honnêtes citoyens, tueriez-vous pour une paire de jumelles? Un canif? Pourquoi imposeriez-vous une norme différente à ce prospecteur? Pour commettre un meurtre, il faut être convaincu que l'existence de l'autre empêche la nôtre. La couronne a-t-elle fait la preuve que Wilbert Coffin pouvait avoir cette crainte? La réponse à cette question est non. Comment pouvez-vous faire pendre un homme qui n'a pas de mobile? Par les preuves circonstancielles de la couronne, elles sont pleines de trous. On peut entre autres penser au témoignage de MacGregor. Cet homme postait trop loin pour saisir une conversation, mais assez près pour distinguer clairement le canon d'un fusil. Pas un objet long et rond, le canon d'un fusil. On n'enlève pas la vie d'un homme avec des témoignages douteux. La couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que Wilbert Coffin est bien l'homme qui a commis ce crime. Je vous demande donc, au nom de la justice, de reconnaître ce fait. Vous disposez d'un seul verdict. Acquitter M. Wilbert Coffin. Merci. Alors, nos remerciements à Isabelle Gosselin et Dominique Parent. Puis maintenant, nous retrouvons mes invités, Louis-Georges Girard, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Dominique vient de dire dans sa plaidoirie que la preuve était pleine de trous. Est-ce que c'est aussi votre avis? Bien, pleine de trous et en même temps, quand on regarde le travail de la Sûreté provinciale, et Jean qui a siégé dans le parti de Maurice Duplessis pourrait peut-être nous dire, est-ce que Maurice Duplessis... dans combien de partis? Le chasseur du sac. Est-ce que Maurice Duplessis aurait voulu tout organiser ce scénario-là pour trouver un coupable, pour calmer les Américains? Est-ce que tu l'as connu personnellement? Moi, j'ai connu M. Duplessis personnellement. M. Duplessis était capable de bien des choses, mais certainement pas de s'acharner sur un homme en particulier pour plaire à des chasseurs, alors que les chasseurs étaient davantage attirés par le fait qu'il y avait des ours dans le coin. Il n'était pas attiré parce que c'était des Canadiens français ici. Mais il y avait des articles dans la presse américaine qui étaient vraiment très, très interrogateurs quant à la façon dont la justice pouvait être administrée au Québec. Et peut-être que ton ancien chef, Maurice Duplessis, n'était pas tout à fait insensible. Son ancien chef, c'est encore son maître à penser. Non, mais soyons sérieux, on parle d'un procès qui a été juste
Et là, on met toute la sauce politique, la sauce catholique contre les protestants, un jury mixte. Tout ça a été mis en exergue par Jacques Hébert. La pression des Américains, quand on regarde la commission Brossard, c'est contredit. On avait l'impression qu'il y avait à peu près 200 millions d'Américains avec des pancartes en disant « épargnez Coffin ». C'est pas le cas. Oui, mais regarde, même aujourd'hui, pas plus tard que ces jours-ci, on a eu des gens de la Sûreté du Québec qui nous ont parlé de leur méthode d'enquête. Oui. On n'a pas besoin de Maurice Duplessis, là. Les mêmes doutes persistent aujourd'hui qu'à cette époque-là. Oui, mais tout est au niveau du fait qu'on ne l'a pas laissé témoigner. On dit que c'est un procès injuste quand lui-même a participé à la décision. François de Bégravel, ses deux autres avocats, Bodé-Maher et Doiron, je pense, qui ont ensemble décidé qu'ils ne témoigneraient pas. Et aujourd'hui, on dit on l'a muselé. Il a même signé un affidavit juste avant de mourir, écrit par son avocat. Penses-tu que lui savait ce que ça voulait dire? Les avocats pouvaient faire ce qu'ils voulaient du témoin, voyons donc. Oui, mais Jupiter, quelqu'un vous dit on va vous pendre, Jean Lapierre. Ah, merci beaucoup. L'avocat dit inquiète pas. L'avocat dit inquiète pas, je vais te sortir de là. Ben oui, mais et après que tu es rendu à l'échafaud, il est trop tard. Moi, le doute que vous avez réussi à mettre dans notre tête avec le procès tel qu'il a été présenté, c'est que l'avocat de la défense a participé à la condamnation de son client. C'est ce doute-là que vous avez réussi à mettre parce que en lisant ou en regardant, on va trouver d'autres choses. Toi, tu as lu en plus d'avoir acté. Mais le fait est, cependant, c'est que ce qui ressort de ce que nous avons vu, qu'il y a une faute professionnelle. La faute professionnelle de Maher est là. Pourtant, Maher était un avocat reconnu à l'époque, puis a continué de l'être immédiatement après. Est-ce qu'il a été nommé juge, par exemple? Non. Donc, c'est ta méthode à toi. Là. Non, l'apothéose, c'est d'être animateur à CKAC une fois qu'on est avocat. C'est vrai, ça. Bon, et si on pouvait revenir à la preuve pleine de trous, est-ce qu'elle était si pleine de trous que ça, après tout? Coffin, là, il y avait l'argent, on a vu une arme dans son camion, il y avait le fameux couteau qui est à peu près unique, en tout cas en Amérique du Nord, d'après ce qu'on croit comprendre. Qui a volé, Pierre, ça m'a parlé. Est-ce qu'il pouvait voler 3 Américains armés? Non, mais il était peut-être mort. Qui dit que c'est lui qui les a tués? Oui, mais là, c'est ça, c'est la théorie du doute raisonnable. C'est qu'à ce moment-là, si on dit qu'il y avait d'autres habitants dans la ville de Montréal quand il y a eu un meurtre de commis, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui va être condamné. On a inventé... Non, t'exagères. T'as l'air Miclot, toi, là. T'as l'air exactement comme Miclot. Ça dépend. Non, mais écoutez, là, on a démontré le mobile, on a démontré... Quel mobile? Ben, 6 bouteilles. Tu ne tues pas 3 gars pour avoir un petit canif, tes espoirs. Le tabou est un chasseur. Non, mais il n'y a pas un Américain sur le bien-être qui vient chercher ses doses ici en 1955. Non, mais combien qu'il y en avait de postes dans le maudit poste? Combien il y avait de pièces? Ben oui, mais tu ne demandes pas au gavin, je voudrais te tuer comment t'as chuté en bas de 5 ans, je te garde en vie. Voyons donc. Il était riche comme un... Tu peux bien avoir pratiqué le droit à Québec, toi. J'étais en défense, puis j'en sortais bien plus qu'il en rentrait. Mais la question n'est pas là. La question est là. La question est, quel est le mobile? Oui, il voulait tuer pas un gars qui est paisible, qui vit dans la Gaspésie, dans une communauté. Est-ce que ce gars-là va aller tuer 3 personnes pour avoir quelques pièces dans le portefeuille? Et c'est là que tout l'élément du procès Coffin vient en ligne de compte. Si ça avait été un gars des Hells Angels qui était condamné à mort à cause d'une bombe qui a mis en dessous, on serait même pas ici pour en discuter. C'est parce qu'on a mis l'emphase sur un bon prospecteur pratiquant, qui était fin, qui avait un enfant, qui avait ça. Moi, j'écoute Miclot. Oui, mais un criminel n'est pas une personne qui se promène dans la rue en disant « m'a vu tuer ma gang de sacre bleu ». C'est un procès dont on n'a pas fini de parler, visiblement. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Vous avez été rien réglé, particulièrement dynamique et convaincant, en tout cas, j'imagine, dans vos interventions. Merci beaucoup. Et nous allons revenir tout de suite après cette pause. Réinventer une fois de plus la voiture familiale en la redessinant complètement, en la dotant d'un habitacle encore plus spacieux et des équipements les plus innovateurs de sa catégorie. C'est cette recherche de la perfection qui nous amène aujourd'hui à vous présenter la renaissance de la voiture familiale, la toute nouvelle Mercury Sable 1996, le nouveau chef-d'œuvre de l'automobile. Pas de fromage. J'aurais aimé ça, du fromage. Un sandwich au fromage, un muffin au fromage, une fondue au fromage, du fromage cheddar. Des cubes de fromage. Des avocats avec du fromage, une tarte au fromage, une quiche au fromage, une tranche de fromage. Tant que vous aurez du fromage de chez nous, vous pourrez faire marcher votre imagination. Du fromage avec une baguette, des rouleaux au fromage. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Une mini au fromage. Parce que rien n'est plus désagréable que de jeter son argent par les fenêtres. Un vrai épicier vous en donne plus pour votre argent, avec sa marque privée. Métro Profession Épicier.
Cette semaine, Métro vous offre ketchup aux tomates Métro contenant d'1 litre, 99 cents. Jus de tomate Métro 540 ml, 5 pour 1,95 $. Épaule de porc fumée Pique-Nique Mérite, 95 cents la livre. L'événement marque Métro jusqu'au 19 novembre. Ce week-end à TVA, le cinéma primeur est dans tous ses états. Vendredi, voyez l'Armée des Ténèbres. Samedi, Retour vers le futur 3. Et Doc Hollywood. Dimanche, ne manquez pas Le Garde du Corps. Ne faites pas ça. C'est pas un flic qui va me faire sortir d'ici. Ce week-end à TVA, le cinéma primeur est dans tous ses états. Voici maintenant le verdict que vous avez rendu à propos de l'affaire Coffin. À la question « Wilbert Coffin était-il coupable ?» vous avez répondu « oui » dans une proportion de 21 % et « non » dans une proportion de 79 %. La semaine prochaine, un autre procès célèbre dans l'histoire du Québec, celui de Cordélia Viau, pendue pour le meurtre de son mari en 1898. Voici un extrait. Est-ce que vous avez déjà vu ce couteau-là chez Isidore Poirier? Non. J'ai jamais vu ce couteau-là. Je voulais dire la vérité, monsieur. C'est pour moi. Alors qu'elle, dans un ultime effort pour se sauver du juste châtiment qui l'attend, s'est également tournée contre lui. Ne vous laissez donc pas attendrir par ces larmes de crocodile dont le seul objet est de la protéger contre la potence. Voilà, en terminant, je remercie mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Louis-Georges Girard. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.